Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Pierre Mananti. Bonjour Pierre. Bonjour Hassan. Tu es historien, spécialiste de l'histoire du gaullisme et de la Ve République. Tu es actuellement un directeur adjoint du cabinet de la ministre des collectivités territoriales et de la ruralité. Tu avais publié un précédent livre chez Perrin en 2021, Histoire du gaullisme social, pour lequel je t'avais reçu et je suis vraiment très heureux de t'accueillir à nouveau. Cette fois-ci pour ton dernier livre, une biographie, toujours aux éditions Perrin, qui s'intitule Albin Chalandon, le dernier baron du gaullisme. Albin Chalandon, on le verra en détail, fut résistant, gaulliste, a connu une longue carrière politique, 3 fois ministre et 3 fois député, doublée d'une carrière dans la banque et l'industrie, ce qui est beaucoup moins habituel. Pour commencer, tu donnes la définition dans une note des barons du gaullisme. Donc au départ, cette expression désignait 6 figures historiques du mouvement, Chaban-Delmas, Michel Debré, Jacques Faucard, Roger Frey, Olivier Guichard et Gaston Palevski, auxquels se sont ajoutés, au décès du général de Gaulle en 1970, d'anciens ministres ou d'anciens proches, dont Albin Chalandon. Donc au total, une douzaine de personnes peuvent prétendre à ce qualificatif. Pourquoi tu as choisi Albin Chalandon ? Alors d'abord, merci de m'inviter à nouveau et puis merci à tes auditeurs qui écouteront cette émission. C'était un personnage que je rencontrais régulièrement. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur l'histoire du gaullisme. J'ai travaillé à la Fondation Charles de Gaulle, j'ai écrit plusieurs textes, articles, livres sur de Gaulle et le gaullisme, et j'y croisais régulièrement le personnage d'Albin Chalandon, sans pour autant avoir jamais vu de livre, de travail transversal, de recherche un petit peu sur sa vie, très riche, comme tu l'as rappelé, un résistant, député, ministre, banquier, patron d'entreprise, donc vraiment un homme aux 1000 facettes. Et en même temps, personne ne s'était intéressé à raconter cette histoire. Et pourtant, Albin Chalandon était une figure centrale du parti gaulliste. Quand De Gaulle crée son parti sous la 4e République, le Rassemblement du peuple français, il y a déjà Albin Chalandon qui fait partie du syndicat gaulliste qui s'appelle l'Action ouvrière, qui vise à parler au monde ouvrier et au monde syndical. Quand Albin Chalandon crée son nouveau parti en 1958, quand le général de Gaulle, excuse-moi ce lapsus, crée son parti en 1958 lorsqu'il revient au pouvoir, l'Union pour la Nouvelle République, justement, à qui fait-il l'appel pour gérer les comptes de ce parti et pour mettre sur pied ce parti? À Albin Chalandon. Et mieux, en 1959, donc on est vraiment au tout début de l'aventure gaulliste de la Ve République, qui le général de Gaulle choisit-il pour diriger le parti cette fois? C'est Albin Chalandon. Et je trouvais intéressant de revenir justement sur la place qu'a eu Albin Chalandon dans l'histoire du gaullisme, et notamment ce qualificatif de baron du gaullisme qui lui a été donné dans les dernières années de sa vie et au moment de sa disparition. Il y a notamment un article du journaliste Guillaume Perrault pour Le Figaro qu'il a présenté lorsqu'il est disparu en 2020 comme le dernier des barons du gaullisme. Et c'était intéressant de revenir sur la vie incroyable de ce personnage, son compagnonnage avec le général de Gaulle, sa contribution aussi à la vie et à la survie du gaullisme après la mort du général de Gaulle, et d'essayer de comprendre pourquoi il en avait été un des barons, un des grands noms, un des chevaliers, mais aussi une sorte de gardien du temple, puisque il était le dernier des grands personnages de cette époque à disparaître bien longtemps après ceux que tu as évoqués, Debré, Chaban, Faucard, Frey, et même après d'autres qui nous ont quittés il y a 5, 7, 10 ans, des gens comme Pierre Lefranc, Yves Guéna. C'était vraiment le tout dernier des grands personnages de l'épopée gaulliste, et sa disparition tournait finalement une page. Il y a une originalité dans ce livre, c'est qu'il est préfacé par Catherine Ney, la journaliste, qui a été la compagne de longue date, puis la seconde épouse d'Albin Chalandon, et la conclusion est coécrite avec ses 3 fils. Donc tu as dû avoir accès à ses archives personnelles, un matériau historiquement utile. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur d'être taxé d'avoir écrit une biographie officielle, autorisée, avec le risque d'une autocensure sur certains points ? Non, je ne crois pas, parce que je le raconte d'ailleurs dans l'introduction du livre, lorsque j'ai été à la rencontre de la famille d'Albin Chalandon, sa seconde épouse, Catherine Ney, ses 3 fils, mais aussi ses neveux, nièces, parents. J'ai eu le même discours avec tout le monde. Ça n'est ni un panégyrique, ni au contraire une tribune critique à outrance. C'est une biographie, c'est un travail d'historien qui veut chercher l'équilibre, qui va raconter les succès, l'homme visionnaire, le modernisateur, le résistant courageux, mais c'est une biographie qui va aussi s'intéresser aux scandales, aux affaires, parce que la vie d'Albin Chalandon est marquée et traversée par un certain nombre d'affaires, et j'ai vraiment voulu ne pas les cacher sous le tapis, les explorer une à une, aller dans le détail, aller rencontrer des protagonistes de l'époque lorsqu'ils étaient encore en vie pour pouvoir les interroger, et ne rien cacher,
y compris les défauts du personnage, ce qui donne un produit fini qui n'est pas du tout dans ni l'adoration ni la vénération. Albin Chalandon avait aussi ses défauts et qui en même temps essaie de trouver un point d'équilibre entre le travail historique, objectif que j'ai fait, et puis la patte un peu plus personnelle, plus émotionnelle qu'apporte cette préface et cette conclusion écrite avec des membres de sa famille et nourrie justement d'un regard plus personnel de ceux qui l'ont connu au quotidien. Voilà, je trouvais que c'était une sorte d'addition harmonieuse. Albin Chalandon va connaître plusieurs allers-retours dans sa vie professionnelle entre l'engagement public dans la politique et puis les postes de direction dans le privé. Donc je te propose de les aborder dans cet ordre, mais pour commencer, un petit mot sur sa jeunesse, puisqu'il a 20 ans au moment de mai-juin 40. Que faisait-il à ce moment-là ? Alors, il a 20 ans en juin 1940, il passe le concours à l'époque de l'École normale supérieure, l'ENS, qu'il manque. Et puis, il vit à Paris, il fait des études de philosophie, il travaille sur la question du temps. Il a écrit des textes, Albin Chalandon, c'est un politique, mais c'est aussi un écrivain. Et il a écrit des textes formidables, notamment sur la philosophie du temps, dès cette époque, alors qu'il était un jeune étudiant. Et puis, en 1943, il s'engage dans la résistance et il va avoir un parcours de résistant, un engagement de résistance qui va forger son appréciation des choses, son engagement politique, qui va le marquer toute sa vie. Il va d'abord résister à Paris au sein d'un réseau qui s'appelle l'Organisation de la résistance de l'armée, qui réunit des militaires, des officiers, des appelés et puis des jeunes candidats à Saint-Cyr, réseau dans lequel, et je détaille dans le livre comment il y entre un petit peu par hasard et comment il va s'y construire une place importante puisqu'il est le numéro 2 puis le numéro 1 de ce réseau pour toute la région francilienne à l'été 1944. Et puis comment il part ensuite en forêt d'Orléans, dans le Loiret, dans un lieu-dit qui s'appelle Loris, où il existe encore aujourd'hui une stèle qui commémore l'existence d'un maquis qu'il a commandé, où il y a eu tour à tour 10, 20, 50, 100, 150, 200, jusque 500 hommes qui se sont retrouvés autour d'Albin Chalandon, du capitaine Benjamin Passet, du lieutenant-colonel Marc O'Neill, qui étaient les hommes qui dirigeaient ce maquis. Et Albin Chalandon va avoir dans cette expérience de la guerre une conduite héroïque. Il va participer à la libération de Châteauneuf-sur-Loire, d'Orléans. Il va se retrouver, je raconte cette histoire dans le livre, à un moment pris en tenaille par les Allemands et il se dégage tout seul en jetant des grenades derrière lui, en s'enfuyant dans la forêt de manière assez héroïque. Et puis il va même participer à la libération de Paris. Il croise la route de la 2e DB, la fameuse division Leclerc, qui s'élance vers Paris pour libérer Paris. Il monte à bord d'un char avec plusieurs de ses hommes et il va participer à la libération du Quai d'Orsay et à la libération de l'Assemblée nationale. Donc on a vraiment là la matrice du personnage, la matrice de son engagement, et puis aussi une période lors de laquelle il se rend compte de la dureté de certains choix, du sens du sacrifice. Il va avoir à exécuter des traîtres à la résistance française, qui est un acte qui va le bouleverser et le marquer toute sa vie durant. Moi, j'ai retrouvé pour les besoins du livre, et grâce à Catherine Ney, des textes qu'il a écrits alors qu'il avait 80, 90 ans, où il continue de dire qu'il a toujours pas retrouvé la tranquillité du sommeil, d'avoir dû commettre certains actes atroces pendant la guerre. Et cette guerre et cette période de résistance est vraiment une clé de compréhension du personnage. Ces actes atroces dont tu parles, c'était deux traîtres qui étaient capturés, donc un père et son fils, qui prévoyaient de dénoncer les positions du maquis de Loris aux Allemands. Et donc, oui, Albin Chalandon prend la responsabilité avec son second de les abattre. Comment on le sait, cet épisode? C'est dans ses notes ou est-ce que c'était de notoriété publique? Alors non, c'est quelque chose qu'il a volontairement tué pendant très longtemps. Albin Chalandon a été très secret, très pudique sur sa vie de résistant. Peut-être justement parce que ce parcours héroïque avait été aussi marqué par des actes tragiques. Il était de notoriété publique qu'il avait été résistant, mais il n'aimait pas trop raconter dans le détail ses engagements. Moi, j'ai, pour les besoins du livre, mené une véritable enquête historique. Je suis allé sur la trace des derniers survivants du maquis de Loris. Il en restait 2 quand j'ai commencé ce livre. Un d'entre eux est malheureusement mort à l'automne dernier, mais j'ai pu les interroger, j'ai pu confronter leurs récits avec les témoignages qui ont été couchés après la guerre, qui sont gardés au service historique de la Défense ou au musée de Loris, dans le Loiret. Et bien entendu, Albin Chalandon avait lui-même écrit un certain nombre de textes qu'il avait gardés, et donc c'était cependant ouvert à ses proches, ses enfants, son épouse Catherine Ney, quelques amis. Donc c'était une sorte de secret un petit peu connu à la fin de sa vie, de son premier entourage, mais que sa famille m'a autorisé à raconter publiquement dans le cadre de ce livre. Et donc, pour y revenir, comme tu le disais, ce sont en effet 2 agriculteurs, un père et son fils,
qui refusent d'aider le maquis de Loris, de leur donner des vivres alors qu'ils se cachent dans la forêt, et qui vont même jusqu'à les dénoncer aux Allemands qui sont présents et à donner la position. Et cette dénonciation va être très grave puisque les Allemands vont attaquer le maquis de Loris. Il va y avoir plusieurs dizaines de morts, d'autres dizaines de prisonniers qui sont exécutés au carrefour d'Orléans. Et finalement, la main est mise sur ces deux traîtres et il est décidé de les exécuter. Ils sont eux-mêmes conduits à la mort de plusieurs dizaines de résistants. Et Albin Chalandon arrive pour commander le peloton d'exécution. Et tout ça se passe au moment où Orléans vient d'être libéré. Et les troupes du maquis qui ont vécu dans des conditions très dures, dans la forêt, où ils ne mangeaient pas à leur faim, ils ne mangeaient pas tous les jours, ont libéré la ville et finalement ont fêté, ont célébré la libération de la ville. Et Albin Chalandon trouve ces hommes saouls. Et il voit dans leurs yeux, il raconte dans un texte que j'ai reproduit dans le livre, il retrouve dans leurs yeux finalement une sorte de plaisir malsain de vouloir tuer, de vouloir se venger. Et il prend la décision de dire on ne peut pas laisser la résistance être entachée par un acte de vengeance. Nos actes ont toujours été nobles, nos combats ont toujours été glorieux, valeureux. On peut pas entacher, maintenant que la guerre est finie, toute cette histoire héroïque par de la vengeance malsaine. Et donc Albin Chalandon va se décider effectivement, comme tu l'as dit, avec un de ses adjoints, à se faire l'exécuteur de cette sentence. Et le visage mort de ce père et de son fils va très longtemps le hanter pendant les années et même pendant les décennies qui vont suivre. Dans quelles circonstances il rencontre De Gaulle pour la première fois ? Alors, il le rencontre lorsqu'il s'engage après la guerre au sein du Rassemblement du peuple français. Albin Chalandon passe le concours de l'inspection des finances, il devient haut fonctionnaire, il est à la fois un résistant héroïque et un haut fonctionnaire, il participe au cabinet ministériel de la Libération. Étonnamment, il commence d'ailleurs sa carrière politique à gauche, puisqu'il sert Léon Blum, Paul Ramadier, puis le radical René Mayer. Et à la même époque, il a pourtant pour le général de Gaulle un sentiment de fidélité, de loyauté, un début de compagnonnage politique. Il participe donc au Rassemblement du peuple français, qui est le parti qu'a créé le général de Gaulle à partir d'avril 1947. Et comme il est lui-même à cette époque un homme des cabinets de la gauche ministérielle, on lui confie le soin d'animer un syndicat, un petit parti qui s'appelle l'Action ouvrière et qui est destiné au sein du RPF à aller voir les milieux ouvriers et à les convaincre que plutôt que de voter communiste, il faudrait voter gaulliste. Et Albin Chalandon grimpe les échelons de ce syndicat d'Action ouvrière et il en devient le numéro 2 assez rapidement, qui est un poste important pour l'époque. Et c'est dans ce cadre qu'il rencontre le général de Gaulle, dont il raconte, l'anecdote peut prêter à sourire, que ce personnage immense que tout le monde vénérait avait une poignée de main assez molle, ce qui, je trouve, prête à sourire quand on lit et écrit ça en 2023. Alors, Albin Chalandon va être membre ou dirigeant des différents mouvements gaullistes. Il y a différentes appellations et on peut renvoyer pour cela à ton premier livre, justement, qui retrace cette historique du mouvement gaulliste. Est-ce qu'il joue un rôle dans le retour au pouvoir de Gaulle en 1958 ? Alors oui, ça fait partie des petites révélations de ce livre, petites ou grandes d'ailleurs, en fonction de à quel point le lecteur connaît ou ne connaît pas les détours et les coulisses de l'aventure gaulliste et la vie d'Albin Chalandon. En fait, Albin Chalandon, après avoir travaillé pour les cabinets ministériels et s'être engagé au sein du parti gaulliste, comme on le disait il y a quelques instants, il part dans le privé. Il va même carrément quitter ses fonctions, démissionner de l'inspection des finances, et il y a moins d'une dizaine d'inspecteurs des finances qui ont démissionné dans l'histoire de ce grand corps, donc c'est assez emblématique. Pourquoi il le fait? Parce que il veut retrouver sa liberté d'expression, et il décide de partir dans le privé, dans la banque. D'abord, il travaille en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, dans une banque qui s'appelle la BNCI Afrique, et puis il devient le banquier d'un avionneur, d'un industriel français qu'il a connu lorsque il travaillait sur la réforme de l'aéronautique après la guerre, dans les cabinets ministériels. Et cet avionneur, c'est Marcel Dassault, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est un groupe de renommée internationale. Et il devient le banquier de Marcel Dassault et d'un de ses compagnons d'aventure qui s'appelle Henri Potez. Et par cette aventure, il se met à fréquenter non seulement les milieux gaullistes, Marcel Dassault est à l'époque un député RPF, un député gaulliste, mais il fréquente aussi les grands noms de la banque, les grands noms de l'industrie française, un certain nombre de grands chefs d'entreprise. Et en 1958, le retour du général de Gaulle est précipité par la crise de l'Algérie française. C'est l'époque où la guerre d'Algérie et l'enlisement de la guerre d'Algérie amènent un certain nombre de personnalités politiques en France à s'interroger sur la question de l'avenir de l'Algérie. Faut-il lui donner son indépendance, comme le réclament les combattants algériens? Faut-il au contraire continuer à se battre et maintenir les départements dans leur statut français? Et un des personnages qui va contribuer à l'explosion de l'Algérie française, c'est Jacques Soustelle. C'est un gaulliste historique
Il a été patron du parti gaulliste dans les années 1940-1950, président du groupe gaulliste à l'Assemblée, et il décide d'aller à Alger. Il a été gouverneur d'Algérie française aussi. Il décide d'aller à Alger pour soulever la foule et pour appeler au retour du général de Gaulle au pouvoir. Et le gouvernement, à l'époque, au pouvoir, veut tout faire pour empêcher Soustelle d'aller en Algérie parce que tout le monde a conscience que s'il se rend à Alger, ça peut être le déclic, ça peut être le feu mis aux poudres. Et donc, pour se rendre à Alger, Jacques Soustelle utilise le stratagème, il se cache sous une couverture, dans une voiture qui va jusqu'en Suisse, où un avion est affrété. Bref, une histoire romanesque qui a déjà été racontée par certains de ses biographes. Je pense notamment à Bernard Hulman, qui a écrit une biographie, mais aussi Marc Franquely, qui ont écrit des biographies de Jacques Soustelle, où il raconte cet épisode. Et pour les besoins du livre, j'ai travaillé justement sur le rôle de Marcel Dassault, le rôle d'Albin Chalandon dans le financement de ce voyage vers l'Algérie française et leur contribution finalement à l'explosion. Et ce qui est assez amusant, c'est que en dépit de ce rôle important dans l'explosion de l'Algérie française et dans le retour au pouvoir du général de Gaulle, Albin Chalandon ne fait pas partie des cercles gaullistes en mai-juin 58. Il rejoint pas tout de suite le pouvoir. Il préfère rester dans l'ombre, dans la banque. Oui, il a contribué au retour au pouvoir du général de Gaulle. Il en est heureux, mais ça ne l'intéresse pas tout de suite. Et il va falloir attendre l'automne 1958, le moment où le général de Gaulle, établi au pouvoir depuis quelques mois, après avoir fait voter la Constitution de la Cinquième République, décide de présenter des candidats aux élections législatives, de créer son propre parti en octobre 1958. C'est vraiment le moment où on demande à Albin Chalandon de passer de l'ombre à la lumière et de prendre des fonctions officielles au sein du parti gaulliste, ce qu'il accepte de faire. Durant cette période, Chalandon est menacé de mort par l'organisation de l'armée secrète, l'OS, comme de Gaulle, semble-t-il visé non pas à titre personnel, mais parce qu'il est impliqué dans le mouvement gaulliste. Et tu rapportes une anecdote d'ailleurs digne d'un James Bond, où il échappe à une tentative d'assassinat en semant ses assaillants sur les pistes de ski. Et petite question, est-ce que tu sais combien de films de James Bond ont des scènes qui ont été tournées dans les Alpes, Pierre ? C'est une très bonne question. Je n'y ai pas la réponse. Écoute, il y en a 6. 6. Ouais, pas tout en France, mais certaines, oui. On voit d'ailleurs, ça aussi c'est l'autre anecdote, c'est que c'est un skieur hors pair, et tu dis que la grande rivalité sportive, c'était avec Valéry Giscard d'Estaing, qu'il a battu à plusieurs reprises dans la compétition européenne des parlementaires. Je n'ai pas réussi à savoir quand cette compétition a été supprimée, parce j'imagine qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Alors, elle n'existe plus à ma connaissance. On en trouve des traces jusque dans la fin des années 70, le début des années 80. C'était des compétitions nationales et internationales, puisque notamment Albin Chalandon s'est illustré, c'était, comme tu l'as dit, un grand skieur, et il s'est illustré y compris face à des skieurs ou des alpinistes britanniques, puisqu'il y avait des compétitions parfois franco-britanniques. Il serait intéressant, il faudrait chercher, je n'ai pas la réponse immédiate, mais dans l'histoire parlementaire, quand est-ce que ces compétitions entre parlements ont disparu. En tout cas, pour revenir sur la première partie de ta question, sur l'Algérie française et puis l'hostilité qu'a pu avoir l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, les ultras de l'Algérie française vis-à-vis d'Albin Chalandon, ça oblige, pour la comprendre, à avancer un tout petit peu dans le temps. 1958, octobre 58, Albin Chalandon accepte, comme je le disais, d'être trésorier du parti gaulliste. Et puis, le général de Gaulle est élu premier président de la Cinquième République en décembre 1958, et janvier 1959, il forme le premier gouvernement de la Cinquième République et il demande à Michel Debré d'être son premier ministre. Michel Debré forme un gouvernement et dans ce gouvernement, il appelle Roger Frey, un autre baron du gaullisme, comme ministre de l'Information. Et le général de Gaulle veut qu'il y ait une scission nette entre le parti gaulliste et le gouvernement. Et il demande à Roger Frey, qui avait été élevé au poste de secrétaire général du parti gaulliste en octobre 58, de laisser la place à un autre. Et c'est là qu'Albin Chalandon est choisi, dans des conditions que je raconte dans le livre et que les lecteurs pourront découvrir dans les pages du chapitre qui y est dédié. Et il propose le nom d'Albin Chalandon qui va pendant plusieurs mois non seulement tenir la boutique, mais aussi accompagner le parti dans les élections municipales et sénatoriales de 1959 et donc faire preuve de détermination et d'une bonne gestion du parti gaulliste. Et en même temps, c'est l'époque où le général de Gaulle est dans une ambiguïté vis-à-vis de l'Algérie française. Il est revenu, on l'a dit, poussé, appelé par ceux qui veulent le maintien de l'Algérie française. Il prononce le fameux « je vous ai compris ». Bon, dont on ne sait pas aujourd'hui encore, y compris chez les historiens, qui a-t-il compris? Les indépendantistes algériens ou les pieds noirs qui veulent le maintien de l'Algérie française? Et le général va lentement mais sûrement glisser vers l'autodétermination, laissons les Algériens décider de leur avenir, qui va conduire vers les accords d'Évian en 62 et puis à l'été 1962 l'indépendance de l'Algérie
de l'Algérie française. Et Albin Chalandon, qui, en tant que chef du parti gaulliste, est une des grandes voix qui s'exprime à la radio, à la télévision, dans les journaux, il défend évidemment la position du général de Gaulle, en défendant, et c'est là peut-être qu'il y a une petite nuance entre les deux hommes, il défend non pas une Algérie indépendante, il défend le fait de laisser le choix aux Algériens de définir et de choisir leur avenir. Alors, on pourrait dire que j'ergote, que c'est la même chose. Je crois que c'est une nuance qui est importante parce qu'elle dit quelque chose du personnage. Et pour autant, tous ceux qui, au sein de la famille française, veulent défendre une Algérie française vont beaucoup lui en vouloir, vont l'accuser. Jacques Soustel, dont on parlait tout à l'heure, qui est encore une des grandes voix du parti gaulliste à l'époque, va carrément pousser à sa démission. Il va faire pression pour que le général de Gaulle demande à ce qu'il soit remplacé en 1960. Et puis, lorsque va être créé l'OAS, lorsque les ultras de l'Algérie vont rentrer dans la clandestinité, y compris Jacques Soustel, qui s'exile à l'étranger, qui rejoint l'OAS, et donc l'OAS, c'est ceux, pour les auditeurs, c'est ceux qui vont commanditer la tentative d'assassinat du général de Gaulle au Petit Clamart lorsque sa voiture est mitraillée. Et ils vont essayer, tu l'as rappelé, d'attenter à la vie d'Albin Chalandon. Il y a cette course-poursuite à ski à Val d'Isère, sur le circuit des Danaïdes, où Albin Chalandon s'en tire parce que il arrive, tu l'as dit, je crois que le mot est bien trouvé, comme un James Bond à s'enfuir en dehors des pistes et à semer ses agresseurs. Mais ils vont aussi poser une bombe dans la maison familiale. Et je discutais il y a quelques jours encore avec le fils d'Albin Chalandon qui me rappelait que ils ont échappé à cet attentat uniquement parce que le déclencheur de la bombe était froissé. Et donc la bombe n'a pas pu exploser, mais ça aurait pu être mortel, et ça montre qu'à cette époque, il y avait un niveau de violence en politique extrême. Chalandon a 30 ans de moins que De Gaulle, c'est la génération d'après. Comment il se positionne du coup au moment des événements de mai 68? Est-ce qu'il y a une rupture avec le général? Alors, Albin Chalandon, après avoir été le secrétaire général du parti gaulliste et en avoir été chassé par les ultras, il vit une espèce de creux dans sa carrière. Il travaille dans le privé, toujours pour Marcel Dassault, mais pendant quelques années, et jusqu'en 1967, il a du mal à se positionner. Il foisonne d'idées. C'est un homme qui écrit beaucoup, qui propose beaucoup, mais il va vraiment revenir sur le devant de la scène qu'en 1967, en se présentant aux élections législatives. Pourquoi cette espèce de creux? Parce que il est vraiment l'incarnation du parti gaulliste au moment de l'indépendance de l'Algérie française. Et donc pour beaucoup, il est considéré comme un liquidateur de l'Algérie française, et on n'a pas trop envie de rouvrir la cicatrice, réveiller le monstre qui dort, et donc on le tient à l'écart. Et puis en 1967, Albin Chalandon revient sur le devant de la scène sur un coup de tonnerre. Il se présente aux élections dans les Hauts-de-Seine, aux élections législatives, et il se présente sans attendre que son parti l'investisse, en disant « je me lance à l'élection ». Ce qui va à l'époque tendre ses rapports avec Georges Pompidou, qui est Premier ministre, qui s'agace qu'il ait pris cette liberté de se présenter. Mais une fois qu'un ancien patron du parti gaulliste a annoncé se présenter avec l'étiquette gaulliste, difficile de faire demi-tour. Et puis mai 1968, lorsqu'a lieu la crise de mai, Albin Chalandon fait partie de la jeune garde du parti gaulliste, des esprits qui, derrière Pompidou, pensent que ça n'est pas une crise qu'il faut gérer avec fermeté. Le général de Gaulle ne comprend pas le mouvement de mai 68, comme beaucoup des grands cadres du parti qui se disent il faut réagir fermement, et d'autres, la jeune garde, dans laquelle il y a Georges Pompidou, mais aussi Albin Chalandon, dit il faut lâcher du lest, il faut enlever un petit peu de pression à la cocotte minute. Et très tôt, dès le début de la crise, Albin Chalandon prend position en disant il faut pas arrêter les étudiants, il faut engager des discussions avec les syndicats. Donc il fait vraiment partie de l'aile libérale du parti qui essaie d'aller vers des négociations et vers un apaisement de la crise. Au point que lorsque Georges Pompidou forme un nouveau gouvernement, fin mai 1968, il y a un remaniement, il nomme Albin Chalandon ministre de l'Industrie dans son gouvernement auprès de lui, notamment pour gérer les soubresauts de la crise de mai 68 dans le milieu industriel et pour aller à la rencontre des syndicats. Et Albin Chalandon va tirer de cette époque, à la fois de sa proximité avec Pompidou, de son entrée au gouvernement et puis de son rapport à la crise, une espèce de légende noire selon laquelle il aurait appelé à la démission du général de Gaulle, voulu, et j'ouvre les guillemets, mettre le vieux au placard. Bref, il aurait épousé les contours du pompidoulisme et abandonné un petit peu le gaullisme. Moi, de l'enquête que j'ai menée, tout part d'un livre en fait qui sort à l'époque, d'un propos rapporté par un journaliste dont il est difficile de vérifier la véracité. En tout cas, c'est une théorie que j'essaie un petit peu de démonter dans mon livre, et j'en veux pour preuve, entre autres choses, que lorsque, en juillet 1968, Maurice Couve de Murville succède à Georges Pompidou, il fait toujours partie de l'équipe avec un portefeuille différent, mais le général de Gaulle lui renouvelle sa confiance, et même mieux,
quelques jours avant que le général quitte le pouvoir en avril 1969, il organise un déjeuner de ce qu'on appelle les grognards du gaullisme, c'est-à-dire les vieux de la vieille, ceux qui sont là depuis la guerre, depuis le RPF. Et Albin Chalandon fait partie des quelques-uns qui sont présents autour du général. Et ça marque bien non seulement l'estime, mais j'irais même jusqu'à dire l'amitié qu'il y avait entre les deux hommes et qui était très forte. Tu viens de parler là de ses postes ministériels, donc il a été ministre de l'Industrie brièvement en 68, puis de l'Équipement et du Logement de 68 à 72, et plus tard il sera ministre de la Justice de 86 à 88 dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Est-ce qu'il aurait pu viser plus haut? C'est-à-dire, d'une part, est-ce qu'il l'avait voulu? Et deuxièmement, est-ce qu'il avait les appuis politiques nécessaires au bon moment? Alors, plus haut que ministre, c'est Premier ministre. Donc, la question, pour la reformuler, aurait-il pu à un moment être Premier ministre? Ça oblige à se poser la question à deux moments différents de sa vie. La période où il est ministre de De Gaulle et Pompidou et la période où il est ministre dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac en 86-88. Lorsqu'il est ministre de Gaulle et Pompidou, il faut pas oublier qu'il est devenu député en 1967. En 1968, il est un tout jeune ministre. Je ne crois pas qu'il aurait pu prétendre à plus à cette époque, d'autant que sous De Gaulle comme sous Pompidou, Albin Chalandon n'est pas un homme de clan. Il n'y a pas autour de lui, comme il peut y avoir autour d'autres ministres ou députés, de petits groupes. Il a bien sûr des amis, Michel Habib-Deloncle, Lucien Neuwirth, des compagnons de route, mais c'est pas un homme qui s'est construit avec autour de lui une bande politique, des alliés, des compagnons de combat. Et finalement, c'est ce qui lui manque souvent pour aller plus loin en politique, c'est que il compte beaucoup sur lui-même. C'est un homme brillant, très fin stratège, mais il lui manque un petit groupe autour de lui qui serait de nature à le pousser et à se faire écho de ses propositions. Donc en 68, 69 et jusqu'en 1972, puisque tu l'as rappelé, il est ministre de l'Industrie, puis ministre de l'Équipement, du Logement et des Transports pendant 3 ans, il ne va pas pouvoir aller plus loin. Et en 72, sa carrière politique s'arrête net parce qu'il est considéré comme un chabaniste. On appelle comme ça les soutiens de Jacques Chaban-Delmas, qui a été pendant 3 ans le Premier ministre de Georges Pompidou, l'homme de la nouvelle société, et dont Georges Pompidou se sépare en 1972 en choisissant Pierre Messmer, un gaulliste plus orthodoxe, plus conservateur. Pierre Messmer préside à l'époque Présence et Action du gaullisme, une structure qui, au sein de la famille gaulliste, veut revenir à un gaullisme traditionnel, originel, alors que Jacques Chaban-Delmas est plutôt l'homme de l'ouverture. Il veut travailler avec les centristes, avec les radicaux, élargir le gaullisme. Et donc, Albin Chalandon est classé parmi les chabanistes et donc il est mis à l'écart lorsque Georges Pompidou fait ce passage de Chaban à Messmer. Et puis, lorsque Valéry Giscard d'Estaing gagne l'élection présidentielle en 1974, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que le parti gaulliste investit d'abord Jacques Chaban-Delmas, et donc Albin Chalandon, légitimement, il est chabaniste, il soutient Jacques Chaban-Delmas qui se présente, mais contre lui se présente un candidat dissident, candidat centriste, Valéry Giscard d'Estaing, qui va gagner l'élection présidentielle de 1974, et qui va la gagner notamment grâce à qui? Grâce à un certain Jacques Chirac, qui est à l'époque un jeune député et jeune ministre, on l'appelle le bulldozer dans le milieu. Ça donne à imaginer la verve du personnage, et ce pompidolien, qui est Jacques Chirac, emmène avec lui 42 députés et ministres gaullistes en disant on préfère soutenir Valéry Giscard d'Estaing que Jacques Chaban-Delmas parce que face à la gauche, il a plus de chances au second tour. Et cette trahison, le mot est dur, mais c'est comme ça qu'elle est vécue à l'époque par une grande partie de la famille gaulliste, tient Albin Chalandon, qui a choisi Chaban à l'égard du pouvoir encore pendant quelques années. Et puis, si j'avance un petit peu dans le temps, puisque la question se repose en 1986, il faut dire que Albin Chalandon est réélu député en 73, il le reste jusqu'en 1976, et puis il devient en 1977, on en parlera peut-être tout à l'heure, patron d'Elf Aquitaine, le groupe Le Pétrolier Public. Il le reste pendant des années, il le quitte dans des circonstances particulières qui l'amènent à une très grande animosité avec la gauche au pouvoir, et il revient en politique en 84, 85, d'abord comme militant, puis en 86 comme député. Et là, quand il revient en politique, il faut se rendre compte que il a quasiment passé 10 ans en dehors de la vie politique nationale. Donc, il ne peut pas prétendre à des fonctions de Premier ministre. Et pour autant, ce que je raconte dans le livre, c'est que lorsqu'il entre dans le gouvernement de cohabitation, François Mitterrand, qui est président de la République, voit en lui une des grandes figures de la Ve République, un ancien ministre du général de Gaulle. C'est d'ailleurs le seul ministre du général de Gaulle qui est dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. On pense d'abord à lui pour les affaires étrangères, et puis finalement il prend la chancellerie, le poste de garde des Sceaux, qui est aussi un des postes les plus prestigieux dans le gouvernement.
faut pas oublier, petite anecdote, que Michel Debré, avant d'être Premier ministre, est garde des Sceaux du général de Gaulle lorsqu'il fait la constitution de la Ve République. Et donc je ne crois pas, j'ai été un petit peu long, mais pour apporter aussi ces éléments aux auditeurs, je ne crois pas qu'il aurait pu prétendre à plus, parce que soit il s'était trop éloigné de la politique, et son parcours est marqué constamment par ses allers-retours entre le public et le privé, c'est le cas en 86, soit il n'avait pas suffisamment autour de lui de clans, au sens de clans politiques, et c'est le cas à la période Couve de Murville, Chaban, Pompidou. Oui, ce que tu rappelles, c'est que la politique, c'est aussi une affaire de réseau, et ça me permet de faire un petit pas de côté, parce que pour dire un petit mot sur sa vie personnelle, puisqu'il épouse en 1951 la princesse Salomé Murat, qui est la descendante du maréchal Murat, roi de Naples, et de Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon. De quelle manière les réseaux familiaux de son épouse l'ont aidé? Alors, effectivement, Albin Chalandon, il vient d'un milieu bourgeois, il vient d'une vieille famille lyonnaise dans laquelle il y avait un évêque, un ancien adjoint au maire de Lyon sous la Restauration. La famille a connu un certain nombre de mariages heureux et importants. Et il épouse dans les années 1950 la princesse Salomé Murat, qui est l'héritière d'un nom très prestigieux. C'est un beau-frère de Napoléon Bonaparte, de l'empereur, une famille très connue, très respectée, et en même temps, elle-même n'est pas une femme fortunée. C'est plutôt, elle lui apporte sa notoriété par son nom. Et le fait de fréquenter la famille des Murat, d'abord de rencontrer puis d'épouser Salomé Murat, mais ensuite de fréquenter toute la famille au sens élargi, lui permet d'entrer dans de nouveaux cercles de notabilité et rencontre à la fois des banquiers, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, et ça va agir comme un catalyseur de son parcours politique. Et quand on cherche à comprendre le personnage d'Albin Chandon, quand on étudie ses amitiés, par exemple, dans les années 60-70, quand il est député au ministre, il est intéressant de retrouver dans son entourage à la fois des inspecteurs des finances et des banquiers. Il a été banquier et inspecteur des finances. Bien sûr, des personnalités gaullistes. C'est son engagement résistant, puis sous la 4ème République au sein du RPF. Des bonapartistes ou des gens liés aux familles Bonaparte et Murat. Et ça s'explique à son mariage. Et puis des hommes de gauche. Et ça, c'est une des facettes méconnues d'Albin Chalandon, mais sa participation au cabinet ministériel de gauche sous la 4ème République va l'amener à maintenir un certain nombre d'amitiés avec des personnalités. Il est par exemple très ami avec le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, qui est pourtant un socialiste, Ludovic Tron, qu'il a connu pendant ses années à Matignon, puis ensuite dans la banque. Et c'est révélateur du personnage qui est un homme au-dessus des clivages, et qui au fond est profondément gaulliste dans ça. C'est un homme qui multiplie les réseaux, les amitiés, les notabilités et qui va créer autour de lui un très grand cercle de ces personnes où se mêlent des gens très différents. Et ça fait à la fois sa richesse et ça nourrit aussi beaucoup ses propositions et ses idées. Tu évoques à plusieurs reprises ces convictions, et d'ailleurs sous ta plume ou celle de journaliste ou de personnalité politique, qu'elle soit supporter ou détracteur, on le trouve affublé pêle-mêle de plusieurs qualificatifs, de gaulliste pragmatique, gaulliste d'efficacité, de réalisme, pompidolien, giscardo-gaulliste, etc. Comment tu le qualifierais au fond? Et est-ce que ces convictions en fait ont été monolithiques ou est-ce qu'elles ont évolué en fonction des enjeux de l'époque? Alors, je crois d'abord, et c'est important de leur dire, que Albin Chalandon a été un gaulliste fidèle en toute époque et tout au long de sa vie. C'était un homme qui était loyal au général de Gaulle, fidèle à sa famille politique, qui avait à cœur d'en défendre l'héritage, qui était une sorte de gardien du temple. Et d'ailleurs, ce qualificatif de dernier baron du gaullisme que j'ai choisi pour le sous-titre de cette biographie est important parce que ça a été jusqu'à sa disparition en 2020 l'une des grandes voix et l'un des grands défenseurs du gaullisme. Ça, c'est le premier élément. En même temps, Albin Chalandon, et ça reboucle avec ma toute dernière intervention, c'est d'abord un homme qui s'intéresse aux idées, à l'intérêt du pays, au dépassement des clivages, et qui finalement ne s'intéresse pas trop à la politique politicienne. Ça le dégoûte un petit peu. Il n'a pas envie qu'on lui dise qu'il est un homme de gauche, de droite, qu'on lui rappelle qu'il a travaillé avec les socialistes. Qu'importe. Ce qui l'intéresse, c'est de travailler pour l'intérêt du pays. Et il le raconte lui-même dans ses livres. Il a écrit 2 livres, Les joueurs de flûte de la gauche et puis Qui tout double. Et dans ses livres, il raconte sans détour qu'il a travaillé avec des hommes de gauche. Il dit même qu'il a beaucoup de respect pour la gauche. Donc, ce qui est assez étonnant pour un gaulliste. On pourrait se faire la remarque, mais attendez, comment l'expliquez-vous? Et plus tard dans sa carrière, il va avoir un compagnonnage politique avec Valéry Giscard d'Estaing, qu'il essaye d'aider au moment où celui-ci est président de la République, et qu'il faut réunir le centre giscardien et nos droites gaullistes.
Et puis, Valéry Giscard d'Estaing va lui rendre, puisqu'il va le nommer patron d'Elf-Aquitaine en 1977 et en faire un allié en tant que grand chef d'entreprise. Et cette agilité à travailler et avec des hommes de gauche et avec des hommes du centre droit et à développer des idées tantôt héritières du gaullisme social. Quand il est à l'Action ouvrière, c'est vraiment une incarnation du catholicisme social du général de Gaulle, du discours ouvriériste du gaullisme du temps du RPF, et en même temps, beaucoup plus tard, un discours complètement libéral, quand il parle du besoin d'ouvrir le marché français à la concurrence internationale, quand il parle du besoin, par exemple, de travailler avec les Américains à la défense de l'Union européenne, ce qui hérisse certains gaullistes, qui lui rappellent les discours du général de Gaulle sur l'Europe des nations. Cette agilité dans son discours va amener beaucoup de critiques de ses contemporains, Debré, Mesmer, des journalistes comme Janson-Pontet, qui vont le présenter comme un gaulliste pragmatique, comme un gaulliste, j'aime bien cette formule, un gaulliste d'efficacité. Il a certains grands principes, chevillés au corps, et en même temps, il se permet certaines libertés avec ce qu'on pourrait appeler la doxa gaulliste, avec vraiment le grand livre du gaullisme. Alors, il est toujours difficile, et ça, c'est l'historien du gaullisme qui le dit, mais qu'est-ce que le gaullisme? Soit le gaullisme, c'est le compagnonnage avec le général de Gaulle de son vivant, et là, pas de doute, il a été de tout temps un compagnon de route fidèle, loyal, présent aux côtés du général de Gaulle. Il l'a défendu en toute occasion, et le général lui rendait bien. Je rappelle ce déjeuner amical qu'ils ont entre eux à la fin de son parcours politique. Une fois que de Gaulle n'est plus là, qu'est-ce que le gaullisme? De Gaulle lui-même n'a jamais voulu le définir, a évolué au cours de sa carrière, ne serait-ce que sur la question de l'Europe, entre les discours qu'il peut avoir dans les années 1950, ceux qu'il a au pouvoir quand il est président de la République, ceux qu'il a tout à la fin de son parcours politique en 1969, De Gaulle change. Et c'est ce qui explique aussi les guerres qui viennent jusqu'à nos jours, jusqu'en 2023, entre les gens qui se réclament du gaullisme, et des fois, deux personnes qui se réclament du gaullisme peuvent tenir des discours opposés et différents, parce que De Gaulle était d'abord un homme des circonstances. Il avait quelques grands principes, et ensuite, et en fonction des circonstances, en fonction de la réalité, c'était un pragmatique. Il fallait pouvoir mettre ses grandes idées, les confronter à la réalité. Et je crois qu'Albin Chalandon a vraiment été un gaulliste en ça. Il respectait certains grands principes gaullistes, et il ne s'est jamais empêché pour autant de les confronter à la réalité et de se laisser une certaine souplesse face à la réalité. D'ailleurs, tu rapportes une de ces phrases écrites en avril 73 dans son bulletin annuaire spécial, puisqu'il a été député de la 2e circonscription des Hauts-de-Seine, où il définit sa ligne politique comme celle du oui-si, c'est-à-dire oui, fidélité à la majorité présidentielle et aux politiques gouvernementales, si tant est qu'elles respectent une certaine ligne idéologique. Toi, tu reparaphrases ça en disant qu'il se présente comme un homme fidèle au gaullisme, mais libre dans son expression. Donc c'est un peu l'ancêtre du loyal mais libre actuel, en fait. Hein. Oui, un petit peu, c'est bien trouvé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on est à l'époque dans les années 1970, on est encore sous Georges Pompidou au moment où il évoque cette position du oui-si en 1973 pour la première fois. Et donc, il y a quelques instants, j'évoquais le passage, la rupture entre le chabadisme, 1969-1972, lorsque Jacques Chaban-Delmas est Premier ministre de Georges Pompidou, et puis l'arrivée de Mesmer, le retour à une certaine rigueur gaulliste, un gaullisme orthodoxe, et Albin Chalandon, évidemment, fait toujours partie de la majorité. Il est député, il est d'ailleurs réélu en 1973, et donc, logiquement, on se dit, il est réélu, Pierre Mesmer est Premier ministre, il va donc maintenant, loyalement et fidèlement, s'inscrire dans la majorité de Pierre Mesmer. Et la position d'Albin Chalandon est audacieuse, parce qu'il dit, bien sûr que je suis pompidolien, bien sûr que je soutiendrai le gouvernement de Pierre Mesmer et ses réformes, mais à certaines conditions, celles du respect des valeurs historiques du gaullisme. Et donc, dès cette époque, dès 1973, il s'impose comme un garant de la mémoire gaulliste. Je reprends cette expression, mais elle est vraiment forte à propos, un gardien du temple. Et pourquoi c'est important? Parce que d'abord, le général de Gaulle est mort en 1970, donc commencent dès cette époque des guerres entre « je suis plus gaulliste que tu ne l'es ». Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, en réalité, ce propos, hein, on le retrouve dès l'époque. Et donc, il y a d'un côté Jacques Chaban-Delmas, baron du gaullisme, compagnon de route historique, résistant, salué par le général de Gaulle à la libération de Paris, par ce glorieux « c'est bien Chaban » que de Gaulle lui donne lorsque Chaban l'accueille dans Paris libéré. Et puis de l'autre côté, Mesmer, qui dit mais attendez, qu'est-ce que c'est que Chaban et son entourage qui veulent ouvrir la famille gaulliste aux radicaux, aux centristes? Non, il doit y avoir qu'un parti au sein de la majorité présidentielle, c'est le parti du général de Gaulle, c'est le parti gaulliste. Et donc lorsque Albin Chalandon prend cette position en 1973 de dire
Bien sûr que je soutiens le gouvernement de Georges Pompidou, héritier légitime du général de Gaulle. Bien sûr que je soutiens Pierre Messmer, choisi comme Premier ministre par Georges Pompidou. Mais s'il respecte l'héritage et les traditions du gaullisme, ça veut bien dire que lui-même, dans ce jeu de captation de la mémoire, se positionne comme j'ai été un des membres fondateurs du parti gaulliste, j'en ai été le trésorier, le secrétaire général, je suis un garant de ce qu'était le gaullisme. Donc c'est important pour comprendre la place qu'il prend à partir de 1973 dans la vie politique de la droite française. Il passe finalement d'acteur, il était député ministre, à garant d'une certaine mémoire. Il entre dans un club fermé des grands compagnons de route du général qui peuvent se permettre de dire à un tel ou tel autre, voilà ce qu'aurait fait le général de Gaulle en telle circonstance. Tu fais le bilan dans le livre, bien sûr, de son action ministérielle, alors notamment à la tête du ministère de l'Équipement et du Logement pendant 4 ans, dans les années 70. Il va contribuer à remodeler le paysage français, d'une part en favorisant le développement du réseau autoroutier, puisqu'on passe d'une construction de 50 km par an d'autoroute à 500 km pendant son ministère, et puis la construction des pavillons individuels en remplacement des grands ensembles d'habitations des années 60, donc les fameuses chalandonnettes. Alors je sais que toi tu as quitté Paris récemment, Pierre, donc est-ce que pour rentrer en province, est-ce que tu prends l'autoroute et tu vas dans ta chalandonnette? Est-ce que tu es dans les traces d'Alain Chalandon? Alors non, je prends le train pour rentrer chez moi dans mon petit pays tourangeau, et donc ça n'est malheureusement pas une chalandonnette, mais par contre, et je trouve que l'anecdote est intéressante, il reste encore aujourd'hui beaucoup de chalandonnettes, et les fils d'Albin Chalandon avec lesquels j'ai échangé pour construire ce livre, mais aussi sur la mémoire et la vitalité de leur mémoire de leur père, me disaient que les uns les autres sont parfois interpellés sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, par des gens qui leur écrivent pour dire, vous savez, j'habite une chalandonnette, c'était grâce à votre papa, et il a aussi laissé cette trace-là dans l'histoire. Et je trouve amusant que ce que les gens aient retenu finalement, c'est cette politique de la maison individuelle, puisque les chalandonnettes, hein, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes au début des années 70, Albin Chalandon est ministre de l'Équipement, du Logement et du Tourisme, et il décide de faire construire des maisons individuelles à bas coût. Il organise des concours entre des constructeurs pour dire pouvez-vous construire des maisons individuelles de qualité, mais les moins chères possibles pour que les Français, même modestes, puissent acquérir une maison. Et ça va vraiment être indissociable de l'image d'Albin Chalandon, qui est non seulement un modernisateur, mais aussi un promoteur de la vie heureuse, de la réussite de la croissance en France. Et c'est un petit peu la transposition de ce que les Américains appellent l'American Way of Life, le mode de vie américain. Il y a un moment dans l'histoire des États-Unis où on promeut la croissance, la maison individuelle, la voiture individuelle, le frigo, la modernité à travers l'équipement. Et Albin Chalandon va vraiment être le visage, dans les années 70, de cette modernité française, de cette transformation du pays à travers la maison individuelle, les autoroutes qu'il va construire, la modernisation de l'hôtellerie. Anecdote pour les auditeurs, lorsqu'Albin Chalandon est ministre du Tourisme, il est ministre de l'Industrie et du Tourisme dans le gouvernement de Georges Pompidou, il n'y a que 20% des chambres des hôtels français qui sont équipées de salles d'eau, c'est-à-dire de toilettes et de salles de bain. On est en 1968, pas en 1930 ou en 1890. Et donc, il va engager un grand plan de modernisation de l'industrie hôtelière française, du secteur hôtelier français. Et le personnage est indissociable de cette transformation, cette modernisation du pays, dont on voit encore les fruits aujourd'hui. La plupart des autoroutes françaises ont été construites à son impulsion au début des années 70. Son départ du ministère coïncide avec l'affaire Aranda, du nom d'un de ses collaborateurs qui transmet à la presse des copies de dizaines de documents censés être compromettants pour des responsables, mais cette affaire fait pchit, pour reprendre une expression connue. Elle se termine par un non-lieu. Tu parles sans détour des différentes affaires dans lesquelles il a été cité. Corrige-moi si je me trompe, il n'a jamais été inculpé. Alors non, il n'a jamais été inculpé. En fait, il y a 3 grandes affaires sans rentrer dans le détail. Et puis les lecteurs curieux pourront justement retrouver ce détail dans le livre. Il y a 3 grandes affaires qui maillent son parcours et qui se construisent autour de la réputation sulfureuse d'Albin Chalandon, qui a été le banquier de Marcel Dassault, qui a fréquenté des grands chefs d'entreprise, qui a été le trésorier du gaullisme et qui traîne déjà à cette époque une réputation d'homme des réseaux d'argent. Il y a un journaliste, Louis Guéry, qui en 1959, quand il est patron du parti gaulliste, dit « cet homme a l'argent dans le sang ». Et en fait, cette formule critique à son encontre, elle résume un petit peu l'état d'esprit de l'époque et le regard que ses contemporains peuvent porter sur lui. Et il va y avoir 3 affaires qui vont
nourrir ces critiques d'affairisme et ces critiques sur le lien d'Albin Chalandon à l'argent. La première, et je le précise tout de suite pour ceux qui nous écoutent, alors même que lorsqu'on les explore, il n'était pas coupable. Il y en a une dans laquelle, la dernière, et j'y reviens dans quelques instants, il était partiellement coupable, mais dans les autres affaires, il s'en est en fait tenu assez loin, mais sa réputation est une sorte de légende noire l'a entouré à cause de ça. La première affaire, c'est l'affaire Aranda. Il quitte le pouvoir en 1972 et un de ses collaborateurs au ministère de l'Équipement, du Logement et des Transports menace d'écrire et d'envoyer au canard enchaîné 130 lettres. 130 lettres qu'auraient écrit des élus, des parlementaires, des élus locaux, pour demander à contourner la loi et à pouvoir construire ici une maison, là une bretelle d'autoroute, là un centre commercial, contre des pots de vin. Il s'avère que dans les quelques affaires qui sortent au début dans la presse, Albin Chalandon est lui-même complètement épargné. Il n'a pris aucune part à ces trafics et à ces affaires. D'ailleurs, l'ancien collaborateur qui publie ces lettres au début de l'affaire dit mais je les publie parce que j'ai été scandalisé de ce que j'ai vu, mais Albin Chalandon lui-même n'est coupable de rien du tout et mon patron a été en tout moment exemplaire dans le traitement de cette affaire. Mais il n'empêche que un certain nombre de lettres n'ayant pas été publiées et ayant depuis disparu, il y a toujours eu une espèce de légende noire, de rumeur sur avait-il ou non des liens avec certaines des affaires qui n'ont pas été révélées à l'époque. On est en 1972. Deuxième affaire, l'affaire des avions Nifleur qui débute en 1982-83 au moment où la gauche est revenue au pouvoir avec François Mitterrand. Albin Chalandon est à l'époque le patron d'Elf. Et la gauche au pouvoir, Henri Emmanuelli et Laurent Fabius, découvrent que le groupe Elf, le pétrolier d'État, a dépensé des centaines de millions de francs pour acquérir le brevet d'une machine qui détecterait les puits de pétrole lorsqu'elle est embarquée à bord d'un avion. Ce qui fait que les avions, en surlevant une zone, pourraient renifler le pétrole, d'où le nom d'affaire des avions nifleurs. Et il s'avère très rapidement que les deux inventeurs de cette machine sont des gribouilles. Ils n'ont rien inventé du tout, c'est une entourloupe, ils sont en train de voler de l'argent à Elf Aquitaine et personne ne s'est rendu compte de l'affaire. Et Albin Chalandon, qui est le patron d'Elf, évidemment, paye les pots cassés, on l'accuse de où est passé cet argent, a-t-il servi à d'autres choses, par exemple à financer des partis politiques, etc., etc., etc. Et moi, je reviens dans le détail sur cette affaire, y compris grâce aux témoignages de contemporains de l'époque qui ont bien voulu contribuer au livre en racontant leur version de l'histoire, des versions contraires. Et deux choses. D'abord, Albin Chalandon, quand il devient patron d'Elf Aquitaine en 77, l'affaire a été engagée par un de ses prédécesseurs, Pierre Guillaumat. Tout de suite, il demande à ce qu'il y ait une enquête interne. J'ai retrouvé des documents, donc des pièces historiques, qui montrent que il a des doutes sur ce supposé mécanisme, il n'y croit pas, et puis lorsque l'affaire éclate et qu'on se rend compte que le groupe a été berné, il se bat pour retrouver une partie de la somme et il va permettre au groupe Elf Aquitaine de limiter la casse et de retrouver plusieurs centaines de millions de francs que les deux inventeurs farfelus n'avaient pas encore décaissés. Il paye l'atmosphère générale autour de cette affaire sans pour autant y être coupable à nouveau. Mais ça ne fait qu'enrichir cette espèce de mythologie autour du personnage qui est trésorier d'un parti de droite, qui est lié à la France-Afrique, qui est lié au contrat pétrolier, qui fréquente le monde du renseignement. Et donc, tout ça nourrit une sorte de nébuleuse autour d'Albin Chalandon. Et puis, troisième et dernière affaire, désolé d'être un petit peu long, mais elle maille le parcours d'Albin Chalandon et je voulais pas les cacher. Pour revenir au début, il y a une des premières questions que tu m'as posées. Je crois qu'elles sont importantes parce qu'elles traversent la vie du personnage et même si elles sont pas très glorieuses pour lui, il faut les raconter. Troisième et dernière affaire, peut-être la seule dans laquelle il a une véritable culpabilité, éclate en 87 alors qu'il est garde des Sceaux un scandale. Le joaillier Chaumet, qui a toujours sa boutique Place Vendôme à Paris, il est avéré que la joaillerie détenait des comptes, en fait, avait des comptes en banque de certains clients et faisait des manipulations entre la vente de bijoux et l'alimentation de ces comptes en banque. Et c'est illégal, le joaillier n'avait pas le droit d'avoir des comptes bancaires, et il s'avère qu'un certain nombre de personnalités politiques détenaient des comptes chez Chaumet, parmi lesquels Albin Chalandon. Et à l'époque, non seulement on le critique d'avoir ces comptes, qui plus est, on le critique d'être à la fois garde des Sceaux, c'est-à-dire responsable du jugement de ce scandale public, et en même temps d'être lui-même impliqué dans l'affaire, puisque ayant des comptes chez ce joaillier. Et ce qui rajoute à la polémique à l'époque, c'est que le joaillier faisant faillite, il ne peut pas rembourser, il fait défaut du remboursement de l'argent qu'avaient les personnalités publiques sur ses comptes, et notamment Albin Chalandon. Et Albin Chalandon a des propos malheureux à l'époque où il dit « bon, bah, c'est comme ça fait partie des pertes et profits ».
l'opinion publique va beaucoup lui en vouloir parce que finalement, il est suffisamment riche pour se permettre de perdre un petit peu d'argent à la banque. Mais dans une époque de crise où on est justement sorti des 30 glorieuses, le chômage commence à remonter, il y a des inégalités de plus en plus croissantes, les Français ont du mal à entendre que un homme politique puisse dire au fond c'est pas grave d'avoir perdu de l'argent. Et ça contribue encore à ce mythe autour du rapport d'Albin Chalandon et à l'argent qui va le poursuivre toute sa vie et qui va tresser une sorte de légende noire qui, je l'ai essayé de le résumer en quelques instants et je le détaille un petit peu plus dans le livre, est en fait assez fausse et surtout montée en épingle par ses opposants politiques. Albin Chalandon a été à la tête d'Elf Aquitaine entre 1977 et 1983. Donc tu racontes cette aventure professionnelle dans le livre, bien sûr. Il est nommé par Valéry Giscard d'Estaing. Il s'impose auprès des membres du conseil d'administration, ce qui n'était pas chose gagnée parce qu'il ne provenait pas du corps des mines. Et puis ses premiers contrats décrochés rapidement l'aident en ce sens. Quel est son bilan à la tête d'Elf Aquitaine et pourquoi il s'en retire? Est-ce qu'il est débarqué ou est-ce qu'il démissionne? Alors il reste à la tête d'Aquitaine de 1977 à 1983. Il est nommé par Valéry Giscard d'Estaing. Le patron historique du groupe qui était à la tête d'Elf Aquitaine depuis 10 ans, Pierre Guillaumat, qu'on a évoqué tout à l'heure, un proche du général de Gaulle, une grande figure de la conquête pétrolière française, se retire. Il a atteint la limite d'âge. Et le nom d'Albin Chalandon est proposé par Valéry Giscard d'Estaing, et on n'aura pas forcément le temps dans cet entretien, mais il y a toute une guerre interne entre différents candidats que je me suis beaucoup amusé à raconter parce que chacun pousse son dauphin et finalement Albin Chalandon devient président du groupe Elf Aquitaine. Il est à l'époque regardé avec méfiance, tu l'as rappelé, parce que il n'est pas ex-mine, comme on appelle les polytechniciens qui ont fait aussi l'école des mines et qui à l'époque règnent en maître sur l'univers pétrolier français. Au contraire, c'est un inspecteur des finances, c'est presque faire entrer le loup dans la bergerie. On se demande s'il sera un président lointain qui ne gérera pas les affaires ou si au contraire il va s'impliquer dans la vie du groupe. Et Albin Chalandon va véritablement non seulement prendre son bâton de pèlerin pour partir à l'international, négocier des concessions pétrolières, accroître l'aire d'influence du groupe, réformer là où il faut réformer, mais aussi ouvrir le groupe à une forme de nouvelle modernité. C'est lui qui va porter et pousser toute la transformation pharmaceutique du groupe Elf Aquitaine, qui va donner le groupe Sanofi, qui est quand même un des grands groupes français en la matière. Il va aussi participer à la transformation du groupe Elf dans le secteur de la pétrochimie. Donc Albin Chalandon va vraiment être, de la même manière qu'il avait été un modernisateur du pays lorsqu'il était ministre de Pompidou, de Couve de Murville et de Chaban, il va être un transformateur du pétrolier d'État et un transformateur d'une grande entreprise publique française, puisque, il ne faut pas l'oublier, Elf Aquitaine est un groupe public à l'époque, et donc il va y mettre indéniablement sa patte et donner au groupe la notoriété qu'il aura dans les années suivantes. Et malheureusement, d'abord, tout succès a sa part d'ombre. Un certain nombre de journalistes s'interrogent à l'époque justement sur les réseaux d'Elf. Le groupe est présent en Afrique, c'est l'époque où on est encore dans la queue de comète de la France-Afrique de Jacques Foccart, des relations ombrageuses avec un certain nombre de pays africains. Le groupe Elf a son propre système de renseignement qui est dirigé par le colonel Maurice Robert, un ancien du SDEC, donc tout ça est un petit peu nébuleux et Albin Chalandon va être entaché par ces pratiques discutables du groupe Elf Aquitaine, notamment en Afrique. Ce qui fait que la gauche, lorsqu'elle arrive au pouvoir, est assez méfiante à l'égard du personnage. Et puis le cumul de cette méfiance inhérente, l'affaire des avions renifleurs, indifférent avec le gouvernement socialiste sur justement la transformation pétrochimique du groupe, vont mener au débarquement d'Albin Chalandon en 1983. Laurent Fabius demande sa tête. Il est en guerre depuis plusieurs années avec ses différents ministres de tutelle et on va le remercier et le renvoyer vers d'autres aventures puisqu'il va partir dans le privé, d'abord travailler un petit peu de manière indépendante dans le secteur pétrolier et puis finalement revenir en politique. C'est son fameux retour en 86 que j'évoquais un peu plus tôt lorsqu'il redevient député et redevient même ministre et garde des Sceaux du gouvernement de cohabitation, ce qui est une forme de revanche contre la gauche qu'il avait chassée quelques années plus tôt de la présidence d'Elf Aquitaine. Lorsqu'il est dirigeant d'Elf Aquitaine, il se retire complètement de la vie politique. Comment il s'articule avec le ministre de l'Industrie notamment? Alors, il est un chef d'entreprise, donc il se retire de la vie politique au sens où il n'a plus de fonction au sein du parti gaulliste.
En même temps, le poste de président d'Elf-Aquitaine, à l'époque, est un poste un petit peu particulier. Il a des relations directes avec le Premier ministre, le président de la République. Il va être en guerre avec les différents ministres de l'Industrie, qui sont pourtant ses ministres de tutelle. C'est un personnage libre penseur, qui ne mâche pas ses mots. André Giraud, qui a notamment été ministre de l'Industrie, s'en souviendra pendant longtemps. Et les deux hommes seront en guerre. Guerre larvée, guerre intestine. Ça sera très violent. Ils vont s'attaquer par communiqué public. Albin Chandon s'exprime à la radio. Enfin, c'est dire le niveau de tension qu'il peut y avoir entre le patron d'une entreprise publique et le ministre de tutelle à l'époque. Et lorsqu'il n'est pas d'accord, Albin Chandon n'a pas peur de contourner son ministre. Il va écrire à Raymond Barre, il va rencontrer le président de la République, et il s'estime légitime à le faire parce que lorsque Valéry Giscard d'Estaing le nomme, et j'ai retrouvé cette phrase que je trouve illustratrice, Valéry Giscard d'Estaing lui dit, voilà, vous êtes le chef d'une entreprise, je vous demande d'avoir des résultats, et si vous rencontrez une forme de blocage, venez me voir. Et Albin Chandon s'appuiera toujours sur cette commande que lui a donnée le président de la République pour dire, attendez, je suis en droit d'aller voir directement le président de la République, puisqu'il m'a demandé, s'agissant d'un groupe qui traite quand même de l'indépendance énergétique française, de son accès, il y a beaucoup de diplomatie à l'époque, il faut aller négocier avec les chefs d'État étrangers le prix du baril de pétrole, les concessions, etc. Donc il a une relation particulière au président de la République qui fait qu'il est encore un petit peu en politique. Et d'ailleurs, sa nomination, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure en disant qu'il y avait plusieurs candidats à la nomination à la tête d'Elf en 1967, sa nomination est éminemment politique, puisque Valéry Giscard d'Estaing vient de se séparer de Jacques Chirac, qui était son premier ministre jusqu'à l'été 76, et donc il faut comprendre qu'en nommant un baron du gaullisme, un ancien secrétaire général du parti gaulliste, ministre de Gaulle, ministre de Pompidou à la tête d'Elf, Valéry Giscard d'Estaing choisit un véritable gaulliste et met aussi des bâtons dans les roues de Jacques Chirac, qui vient de créer son propre parti, le Rassemblement pour la République, le RPR, en décembre 76. En tout cas, après son dernier ministère en 1988, donc à la justice, là, il prend sa retraite politique, mais il n'en a pas terminé pour autant avec le travail, puisqu'il reprend une entreprise textile. Pourquoi ce dernier baroud d'honneur, c'est à 68 ans? Qu'est-ce qui le motive? C'est un ennui? C'est une volonté de vraiment être très éclectique? C'est quoi? Je crois que c'est illustratif du personnage. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu s'arrêter de souffler, a toujours voulu faire, mais parce qu'il avait une très haute idée de la France et du sacrifice que devaient faire tous les Français dans l'intérêt de leur pays. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec Xavier Chalandon, qui est un petit-neveu de Fabien Chalandon, qui m'a beaucoup aidé pour le livre aussi, parce que notamment sur la partie familiale, la généalogie. Et Xavier Chalandon me confiait avoir un souvenir d'un dîner qu'il avait eu avec Albin Chandon, qui avait déjà 85 ans, et il lui dit, alors, oncle Albin, il serait peut-être temps d'écrire vos mémoires. Non, vous avez 85 ans. Et Albin Chandon répond, mes mémoires, mais ça c'est pour les vieux. Si je fais un livre, je vais faire un livre politique pour dire ce qu'il faudrait faire pour réformer le pays. Et à 85 ans. Et ça dit quelque chose du personnage qui a toujours refusé de reconnaître son âge avançant, qui s'est toujours engagé, qui a toujours voulu continuer à contribuer à la course du pays. Et donc en 1988, lorsqu'il quitte le pouvoir, alors il a d'abord un petit passage à vide, évidemment. Il part dans la suite du scandale de l'affaire Chaumel. La gauche, gagne à nouveau l'élection présidentielle de 1988. Ils se sont très déçus, très, très bouleversés par tout ça. Et donc, il prend un petit peu de temps pour lui, ce qui est plus que légitime. Mais il va se relancer dans cette aventure industrielle parce que il a tellement aimé l'entreprise. Il a aimé travailler dans la banque, en Afrique, puis pour Marcel Dassault, dans l'aéronautique. Il a aimé travailler dans les années 1960. Il était patron d'Inno-France, une entreprise franco-belge qui visait à implanter les premiers supermarchés en France. Il a travaillé pour Elf-Aquitaine, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, lorsqu'il se lance dans le textile, il s'y lance à corps et âme parce que c'est un homme qui se donne à fond dans ce qu'il fait. Et il va s'arrêter parce que la concurrence internationale, notamment chinoise, est en train de ruiner le secteur textile français. Ça va le meurtrir parce qu'il s'y était engagé en chef d'entreprise, mais c'était aussi une aventure humaine. Il faut savoir que tout au long des quasiment 10 années où il travaille dans le secteur textile, il ne se paye pas. Il est à la tête d'une entreprise qui perd de l'argent, il investit beaucoup pour la maintenir à flot. Et Catherine Ney me confiait, et je rejoins assez son analyse, que c'était aussi une forme d'aventure humaine. Pour quelqu'un qui n'avait jamais voulu s'arrêter, c'était une manière de continuer à être dans le jeu, c'était une manière de continuer aussi à faire vivre une entreprise, à être au contact de travailleurs. Et je crois que c'était d'ailleurs
si tu me permets, plus une aventure humaine qu'une aventure économique. Ça lui plaisait à nouveau d'être chef d'entreprise, de se lancer le défi, de travailler avec ses employés d'une usine de textile, il faut le dire, qui avaient eux-mêmes repris en gestion leur entreprise. C'était une entreprise qui avait fait faillite, les employés l'avaient reprise, et puis elle avait fait faillite une deuxième fois, et donc là, Albin Chalandon, on avait repris la tête, et ça lui plaisait de travailler avec des gens qui avaient eu le courage de se saisir du problème et de reprendre leur entreprise au moment où elle avait fait faillite. Juste avant de terminer, Pierre, Albin Chalandon meurt à l'âge de 100 ans, le 29 juillet 2020. Quel est son héritage politique aujourd'hui, d'après toi? Alors d'abord, il est mort à un âge très avancé et il a laissé derrière lui plusieurs générations de personnalités qui se sont engagées en politique. L'ancien patron du renseignement, Claude Zilberman, Alex Türk, qui a longtemps été sénateur, qui a été patron de la CNIL, qui est un romancier d'ailleurs, qui a écrit des très bons romans policiers pour ceux qui nous écoutent. Je pense aussi à Rachida Dati, qui a grandi à l'ombre d'Albin Chalandon et qui l'a soutenu toute sa vie durant. Et en même temps, le fait que Albin Chalandon nous ait quittés à 100 ans en 2020 fait que cette génération politique, c'est déjà une génération qui avançait. Il y a plus de jeunes pousses, entre guillemets. Donc, il a bien évidemment laissé derrière lui des témoins, des dauphins, des héritiers, parmi les quelques noms que j'ai pu évoquer, mais beaucoup nous ont malheureusement déjà quittés depuis quelques années, lui-même ayant eu une santé et une forme extraordinaires qui l'ont amené à plus de 100 ans. Alors pour terminer vraiment, j'ai deux remarques, enfin deux questions en forme d'interrogation personnelle. La première, c'est que donc tu reprends beaucoup d'écrits politiques d'Albin Chalandon. Ceux que tu cites proviennent soit du bulletin annuaire spécial, donc celui des Hauts-de-Seine, soit du Monde. Et exclusivement d'ailleurs. Le Monde lui a régulièrement ouvert ses colonnes, parfois même pour des séries d'articles rapprochés. Pourquoi n'a-t-il pas écrit dans d'autres journaux? Parce que je ne te parle pas évidemment de l'Express où Catherine Ney a longtemps écrit, ni même des quotidiens classés plus à gauche, ça on peut comprendre, mais rien dans le Figaro par exemple? Alors il y a quelques sources dans le Figaro, il y a quelques articles effectivement dans le Figaro dans lesquels Albin Chalandon s'est exprimé. C'est vrai que Le Monde offrait à l'époque beaucoup plus de colonnes libres. Or, Albin Chalandon a beaucoup écrit de tribunes libres, souvent d'ailleurs, ce qui est intéressant, sur des articles en 3-4 jours perlés, ce qui est assez amusant. Et on voit d'ailleurs dans le livre, c'est un petit peu tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il refait une suite de 5 articles dans Le Monde, sous format colonne. Je crois que c'était un journal qui, par son histoire, hein, il est créé par Hubert Beuve-Méry après la guerre, qui avait une ouverture d'esprit qui lui plaisait bien. Parce qu'Albin Chalandon, et je reprends ce mot, était un libre penseur, c'était un touche-à-tout de la vie politique, il s'intéressait aussi bien au logement, aux infrastructures de transport, au tourisme, à l'économie, à la sociologie, à la philosophie, et il y avait dans la liberté de ton et d'esprit du Monde la possibilité justement d'écrire des papiers sur un périmètre très large. Ce qui ne l'a pas empêché, je crois me souvenir citer notamment dans les notes de bas de page et les sources également le Quotidien de Paris dans lesquels il s'exprimait régulièrement, le Figaro, tu l'as dit, et quelques autres journaux, mais Le Monde avait il a vu avec ce Monde cette espèce de compagnonnage littéraire et intellectuel qui n'a pas empêché quelques bisbilles, et notamment il y a eu des articles très durs sur lui dans Le Monde au moment des différentes affaires qui ont émaillé son parcours. Et peut-être, si tu me permets, une toute petite parenthèse, mais ça revient aussi sur la question précédente, quels héritages, on a évoqué les héritages humains, les personnes. Je trouvais intéressant d'écrire un livre sur Albin Chalandon en 2023 parce que Albin Chalandon, c'est un politique qui pense. Il y a d'abord l'héritage de tout ce qu'il a fait, député, ministre, patron d'entreprise, mais c'est toujours un homme qui a voulu écrire, proposer, innover, parfois d'ailleurs des choses qui paraissaient farfelues à ses contemporains et qui aujourd'hui semblent normales. Albin Chalandon, c'est un des premiers dans les années 60 à défendre l'idée qu'il faut une production informatique française. Incroyable. En 1965, il fallait avoir vraiment un regard visionnaire sur les choses. Il écrit sur la génétique, il écrit sur des grands débats de société, l'immigration, le sexe, il écrit sur le temps, il écrit sur la transformation du modèle industriel. Et tous ces écrits, à l'époque, secouent son écosystème, les gens qui le lisent, mais en même temps poussent à réfléchir à la France de demain. Et dans l'héritage d'Albin Chalandon, je trouve qu'il y a aussi une interrogation sur, et c'est une interrogation, donc je n'y répondrai pas, qui sont les politiques qui aujourd'hui pensent l'avenir à 20, 25 ans, 30 ans. Et n'a-t-on pas besoin de retrouver des hommes politiques comme l'était Albin Chalandon, qui non seulement font de la politique, personne ne lui dénie ça, mais qui ont aussi une certaine vision du temps long, une certaine vision du pays. Et c'est pour ça que ce livre était aussi un clin d'œil. Moi, je travaille, tu l'as rappelé en introduction, depuis 10 ans dans la sphère politique. J'ai été collaborateur à l'Assemblée, au Sénat, en cabinet ministériel. Et je trouve que
le personnage d'Albin Chandon est intéressant dans une période comme la nôtre aujourd'hui, une période où on multiplie les crises, crise des gilets jaunes, crise sanitaire, crise de la guerre en Ukraine, etc. On fait beaucoup d'immédiateté et on n'a plus beaucoup de politiques qui nous parlent du temps long, qui nous embarquent dans le temps long. Or, Albin Chalandon était de ceux-là. Je pose souvent une question sur la couverture du livre. Là, en l'occurrence, c'est une photo d'Albin Chalandon, garde des Sceaux, dans son bureau du ministère de la Justice en 1987. Pourquoi tu as choisi cette photo et pas, par exemple, une photo contemporaine de Gaulle ? Alors, d'abord, je trouvais que c'était une très belle photo. C'est vrai que quand on a le livre, je ne sais pas si les auditeurs l'auront sous les yeux ou sous la main, on voit son regard vif, perçant. Voilà, on a un tête-à-tête avec le personnage. Et ça me plaisait bien parce que je trouve qu'une biographie, c'est justement un tête-à-tête avec un personnage. J'avais envie de dire à mon lecteur, achète ce livre, lis-le comme un roman, entre dans l'histoire incroyable d'Albin Chandon et partage un tête-à-tête romanesque et intellectuel avec lui. Et puis il a cette pose sur le livre, il faut dire qu'on le voit assis à son bureau en costume, dos à une glace où se reflète un lustre, et puis il a la main sur le menton avec le doigt sur la joue, et il y a une posture qui me faisait un petit peu penser au penseur de Rodin. Et comme ce personnage est pour moi avant tout un visionnaire, un homme qui pense, un homme qui réfléchit, je trouvais qu'il y avait dans cette posture une très belle incarnation de ce qu'était son parcours et ce que raconte ce livre, un homme qui essaie de penser la France et son avenir. Eh bien, écoute, merci beaucoup Pierre pour ce nouvel entretien Merci à toi. Qui est vraiment passionnant. Tu brosses un panorama très complet de cet homme complexe. Donc Pierre Mananti, Albin Chalandon, le dernier baron du gaullisme, une biographie à retrouver chez Perrin, d'ores et déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.